J'ai toujours été très sensible à ce sujet et j'ai suivi de très près ce que les autres ont fait. Dans la faible lueur d'une soirée opulente au cœur de Londres, une remarque apparemment anodine a accidentellement touché un nerf enfoui au plus profond du sang-froid de la monarchie britannique. Tom Parker BS, le fils de la reine Camilla, longtemps considéré comme une simple ombre périphérique de la couronne, a soudainement et publiquement critiqué le prince William. Mais ce qui a vraiment stupéfié le palais, ce n'est pas l'attaque elle-même. C'est la façon dont William a réagi. Calmement, froidement, impitoyablement. Derrière les portes du palais, la princesse Anne, la femme qui avait toujours choisi le silence pour préserver la dignité, s'est avancée de façon inattendue, non pas pour servir de médiatrice, mais pour mettre fin à quelque chose de bien plus dangereux, un stratagème qui s'incrustait discrètement au sein de la forteresse royale. Il ne s'agit plus d'une querelle familiale. C'est une confrontation silencieuse entre ceux qui ont un sang légitime et les ambitions de ceux qui n'ont pas leur place. L'honneur de la monarchie restera-t-il intact ou est-ce le premier signe d'une reconstruction impitoyable déjà en cours? L'histoire que vous allez entendre n'apparaîtra dans aucun communiqué de presse officiel, mais elle a ébranlé le trône jusqu'à son cœur et Camilla, la femme qui a autrefois souri à travers les tempêtes, pourrait maintenant faire face à la bataille finale de son règne. Londres, par une nuit fraîche d'octobre, était enveloppée d'un brouillard qui dérivait le long de ses avenues historiques, jetant une brume d'un autre monde sur l'hôtel Claridge's. À l'intérieur, des lustres éblouissants inondaient le grand hall d'une lumière scintillante reflétée dans les verres de champagne levés par l'élite de la ville, rassemblée pour honorer Tom Parker Bowles et sa dernière publication. L'atmosphère vibrait de conversations raffinées, du délicat cliquetis du cristal et de toasts élevés. Pourtant, sous la surface brillante, la tension couvait, prête à éclater. La princesse Anne n'assistait pas à l'événement par goût pour la culture gastronomique ou par loyauté envers Tom, mais en tant que sentinelle inflexible de la dignité royale, toujours à l'affût de tout danger visant la couronne, la reine Camilla, calme et déterminée, avait elle-même lancé l'invitation, un geste subtil pour présenter Tom comme un membre de la famille royale. Pour Anne, cependant, la tactique était transparente. Sur le podium, Tom Parker BS se tenait prêt, son costume sur mesure soulignant sa stature assurée, ses yeux perçants, scrutant le public avec un calme autorité. En tant que fils de Camilla, il portait plus que la réputation d'un critique gastronomique respecté. Il nourrissait une ambition qui bouillonnait juste sous la surface. Cette soirée n'était pas seulement l'occasion de présenter son dernier livre, une exploration de la tradition culinaire aristocratique, mais aussi d'affirmer sa place dans les plus hautes sphères de la société. Puis, avec une précision étonnante, il prononça des mots qui tranchèrent l'air poli. Le prince William, commença Tom, son ton mesuré mais teinté d'une ironie cinglante, a fait preuve de peu de gentillesse envers ma mère. Il la tient à distance, comme si elle ne jouait aucun rôle dans cette monarchie. La salle se figea. Une vague de murmures choqués emplit le vide tandis que les invités inspiraient brusquement. Les caméras explosèrent en flash et les journalistes se penchèrent furieusement sur leurs bloc-notes, désireux de saisir chaque syllabe. La remarque de Tom n'était pas une simple observation, c'était une charge explosive lancée au cœur de l'institution royale. Dans la section exclusive, la princesse Anne resta parfaitement immobile, drapée dans une robe de soie vert foncé. Sa posture était taillée dans la pierre, ses mains jointes fermement, ses yeux fixés sur Tom avec une froideur implacable et pénétrante. Elle ne cligna pas des yeux et n'esquissa même pas le plus petit sourire, rayonnant de l'autorité sévère de sa lignée. Lorsque la foule éclata en applaudissements à la fin de son discours, Anne fut la seule à ne pas réagir, figée dans une résistance maîtrisée. Son aide fidèle, une femme d'âge moyen dont le visage était marqué par l'inquiétude, se pencha plus près pour murmurer « Votre Altesse, comment jugez-vous ces paroles ?» Anne pencha légèrement la tête, sa réponse basse mais tranchante comme une lame. Le fils d'une mère dangereuse. Ce n'était pas une remarque anodine, c'était un cri de guerre prononcé par une femme qui avait consacré sa vie à préserver l'intégrité de la monarchie. À cet instant précis, Anne comprit que Tom était plus qu'un critique ambitieux cherchant à être reconnu. Il était une pièce d'une stratégie bien plus vaste conçue par sa mère, la reine Camilla.
Guidée par un instinct aiguisé au fil des décennies, Anne savait que cette seule fracture allait bientôt s'élargir, déclenchant une lutte où l'héritage, la loyauté et le pouvoir s'affronteraient sans pitié. À l'aube, les premières pages du Times, du Guardian et du Daily Mail affichaient des titres à sensation. Le fils de Camilla attaque le prince William et une fracture royale découverte. En ligne, des milliers de personnes débattaient de l'explosion de Tom. Était-ce une spontanéité imprudente ou l'ouverture calculée d'une campagne ? Pendant ce temps, derrière les murs fortifiés du palais de Buckingham, la princesse Anne se préparait à un conflit que personne n'avait prévu. Tom Parker BS est depuis longtemps une figure familière dans le feu des projecteurs médiatiques britanniques. Avec son attitude raffinée, sa voix autoritaire et son autorité culinaire, il s'est forgé une réputation de critique qui mérite le respect même des meilleurs chefs. Pourtant, derrière l'éclat de ses chroniques et de ses œuvres à succès, se cache un homme dont les aspirations s'étendent bien au-delà du monde culinaire. Sa contribution au menu du couronnement du roi Charles III lui a offert un point d'entrée rare, directement au cœur de l'influence royale où le pouvoir se façonne dans des salles silencieuses et où chaque décision se répercute sur la monarchie. Au lendemain du couronnement, la présence de Tom devint de plus en plus fréquente lors de réceptions aristocratiques exclusives. Là, au milieu de verres de vin millésimés et de conversations chuchotées derrière des rires sans polis, des accords étaient discrètement conclus. Il serrait la main des gestionnaires des domaines royaux, échangeait des hochements de tête courtois avec de riches mécènes et parlait avec désinvolture de son rêve de posséder une propriété historique. Les mots semblaient lyriques, presque nostalgiques, mais derrière eux palpitait une ambition indéniable. Chaque action était délibérée comme une recette soigneusement assaisonnée où chaque élément était choisi pour produire un résultat particulier. Le pouvoir est derrière lui, la reine Camilla orchestrant avec une subtile maîtrise. Camilla, avec la ruse et la résilience de quelqu'un qui s'est battu pendant des décennies pour assurer son trône, savait précisément comment l'influence au sein de la monarchie se gagnait. Pour placer Tom plus près de son cœur, elle manœuvra discrètement avec la précision d'un maître d'échecs qui déplace ses pièces sans alerter son rival. Dans la douce lueur du salon de Clarence House, elle parla à Charles d'un ton doux, peignant le tableau d'une initiative d'agriculture durable sur un modeste domaine de Cornouailles. « Tom a une véritable passion pour l'agriculture durable », murmura-t-elle, ses mots drapés d'une sincérité maternelle. Un domaine lui donnerait l'occasion idéale de servir, de renforcer la monarchie. Charles, guidé par son affection pour elle, acquiesça sans méfiance. Bientôt, un contrat de gestion discret fut signé et Tom franchit le seuil du monde des domaines royaux. Une étape risquée plus profonde dans le pouvoir intérieur de la monarchie. Mais les ondes de choc du coup de gueule public de Tom lors du lancement de son livre ne tardèrent bien pas à atteindre le palais de Kensington. Seul dans son bureau, le prince William était assis avec un journal serré dans ses mains, le titre hurlant « Le fils de Camilla attaque le prince William ». Les remarques cinglantes de Tom selon lesquelles William n'avait pas traité Camilla avec gentillesse, qu'il se comportait comme si elle était invisible pour la monarchie, frappèrent plus profondément qu'une offense personnelle. Elle remettait en question sa position même au sein de l'institution. Bien que le calme de William soit resté intact, une colère glaciale couvait sous la surface. Il relut l'article, les yeux plissés, et murmura entre ses dents « Pour qui se prend-il pour me défier ?» Sa fureur n'explosa pas vers l'extérieur, mais se transforma en détermination. Tom, et par extension Camilla, avaient dépassé les bornes. L'affront ne resterait pas sans réponse. Appelant un conseiller de confiance, un homme d'État chevronné connaissant bien la politique du palais, William donna son ordre d'une voix basse et posée. Enquêter sur tout ce qui concerne Tom Parker BS, chaque transaction, chaque lien, chaque point d'appui qu'il a trouvé dans cette monarchie. Je veux une vue d'ensemble. Son intention était claire, bien qu'elle ne soit pas exprimée. L'audace de Tom n'était pas une erreur isolée. C'était la preuve d'une ambition que William était résolu à éteindre avant qu'elle ne prenne racine.
Pendant ce temps, la princesse Anne, guidée par son instinct aiguisé et son sens inébranlable du devoir royal, discerna immédiatement que la provocation de Tom n'était pas un accident. Grâce à son réseau d'informateurs de confiance, elle suivit les mouvements de Tom et de Camilla. Les rapports révélèrent que les objectifs de Tom allaient bien au-delà du domaine de Cornouailles. Il courtisait des personnalités importantes du duché de Cornouailles, siégeait à des réunions discrètes avec des investisseurs et présentait des propositions liées à des terres royales historiques dans le Gloucestershire et en Écosse, le tout drapé dans un langage de passion et de durabilité. Chaque étape était en fait une stratégie soigneusement voilée pour s'immiscer davantage dans la sphère d'influence de la monarchie, un serpent glissant silencieusement dans les sous-bois. Un soir, Anne confronta Camilla en personne à Clarence House. La salle aux panneaux de chêne chargée de portraits d'anciens monarques et du parfum du bois vieilli était lourde de tension. Seul le crépitement de la cheminée brisait le silence. Avec son acier caractéristique, Anne déposa un épais dossier sur la table. À l'intérieur, un relevé méticuleux. Les privilèges nouvellement acquis par Tom, les subventions cachées, les connexions avec les domaines et ses cibles claires, de plus grandes propriétés, une plus grande portée, peut-être même une position officielle au sein de l'institution. Le bruit du dossier heurtant le bois résonna comme un coup de maillet et fixa Camilla avec un regard glacial et déclara, son ton délibéré et inflexible. « Vous avez amené votre fils au banquet, Camilla, mais cette table appartient à la couronne, pas à votre famille. » Camilla répondit à ces mots avec son sourire familier et tendu, bien que ses yeux brillèrent d'une tranquille rébellion, osant Anne à insister davantage. Sans un mot de plus, Anne se leva et partit, laissant Camilla seule avec le dossier accablant et la question lancinante. Oserait-elle poursuivre cette quête ? Pour Anne, l'instant se cristallisa en certitude. Tom n'était pas simplement l'enfant de Camilla, il était une arme dans son dessein plus large. Ce conflit ne concernait plus un domaine ou un discours indiscret, il s'agissait de protéger les lignées, de défendre l'honneur et d'empêcher la monarchie d'être remodelée par l'ambition d'étrangers. Anne savait qu'elle ne pouvait pas mener cette bataille seule. Elle avait besoin d'un partenaire et le prince William, fraîchement blessé par l'insulte publique de Tom, était prêt. Sa fureur contenue et sa détermination d'acier faisaient de lui l'allié parfait. Quelques jours plus tard, à Sandringham, leur rencontre marquerait le début discret d'une formidable alliance, un pacte forgé dans le silence, prêt à mener une guerre cachée pour l'âme de la couronne. Cet hiver-là, le Norfolk était recouvert d'une épaisse couche de brouillard, sa campagne ancestrale cachée sous une brume spectrale. Sandringham House, dont la pierre patinée résistait fermement au vent glacial, se dressait comme une forteresse de mémoire et de tradition. Entre ces murs, la princesse Anne et le prince William se réunirent lors d'une réunion secrète. Aucun compte-rendu, aucune présence, juste tante et neveu, liés par le sang et le devoir, se préparant à affronter la tempête à l'horizon. Anne arriva la première. Elle se tenait comme du granit sculpté, sa posture rigide, ses cheveux argentés épinglés avec précision, son manteau de laine vert foncé serré autour de sa silhouette mince. Ses yeux perçants scrutaient la pièce avec la vigilance d'un soldat, inspectant chaque coin comme si elle se préparait à une campagne. Finalement, elle s'assit dans un fauteuil de cuir usé près de la cheminée. Les flammes vacillantes, illuminant son visage sévère, ses longs doigts se serrant autour des accoudoirs, retenant la fureur qui couvait à l'intérieur. Quelques instants plus tard, William entra, sa démarche assurée mais mesurée. Bien qu'il soit vêtu d'un modeste costume gris, l'autorité tranquille d'un roi en devenir s'accrochait à lui. Il offrit à sa tante un signe de tête, son calme extérieur masquant le malaise suscité par sa convocation soudaine. William avait enduré sa part d'agitation royale, mais il sentait que c'était différent. Il ne s'agissait pas d'un échange anodin entre membres de la famille, c'était un conseil de guerre sans bannière ni trompette. Anne ne perdit pas de temps. Sa voix, aiguisée par des décennies d'expérience au sein de la monarchie, traversa le silence. Camilla joue un jeu périlleux. William, déclara-t-elle, les mains jointes fermement, les yeux rivés sur les siens. Elle travaille dans les chuchotements, les dîners privés, les contrats invisibles, les manipulations discrètes, tout cela pour propulser Tom Parker BS au centre du pouvoir,
pas par le sang, pas par le titre, mais par la pure manœuvre. Elle veut qu'il soit tissé dans la monarchie elle-même, et Charles, las et aveugle de dévotion, le permet. Ces mots tombèrent lourdement, frappant l'image soigneusement construite que Camilla avait façonnée. Anne insista, son ton inébranlable. Il ne s'agit pas d'un domaine de Cornouailles. Tom empiète sur le duché de Cornouailles, s'immisce dans des réunions à huis clos, jetant son dévolu sur des propriétés plus importantes. Camilla est son marionnettiste tirant toutes les ficelles. Si nous restons les bras croisés, l'héritage que votre grand-mère, Élisabeth II, a si farouchement protégé sera abandonné à des étrangers. William écoutait, son visage affichant un calme apparent, bien que ses poings se serraient, invisible sous ses manches. Il était depuis longtemps conscient de l'ambition de Camilla, de son talent pour influencer les événements. Pourtant, les mots directs d'Anne dissipèrent toute illusion, exposant la menace dans sa forme la plus crue. Sa colère gonfla non seulement face à l'insulte de Tom, mais aussi face au risque imminent qui pesait sur les fondements mêmes de la monarchie. Il pensa à son père, affaibli et malade, et sentit le lourd manteau de la responsabilité se poser fermement sur lui. Mais William n'était pas un homme à se laisser emporter par ses sentiments. Rencontrant le regard de Dan, sa voix était stable, teintée d'une tranquille résolution. « Que voulez-vous que je fasse » demanda-t-il, prêt à toute réponse. Les lèvres d'Anne se courbèrent en un très léger sourire, dépourvu de chaleur, ne portant que la résolution d'un soldat aguerri pour la bataille. Jill, « Vous devez exercer votre autorité, William, répondit-elle, sa voix basse, mais résonnant de conviction. Vous êtes le prince de Galles, l'héritier du trône. Personne ne vous surpasse, sauf la couronne elle-même. Camilla est peut-être intelligente, mais elle n'est pas de notre sang, et Tom, il n'a pas sa place ici. Nous frappons vite, sans laisser de traces, pas de piste pour le monde à suivre. » La chambre retomba dans le silence, seulement brisé par le sifflement et le crépitement du bois de chauffage. William acquiesça lentement, son expression se durcissant, comme si une flamme s'était allumée dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus seulement d'une question de fierté, c'était une lutte pour la survie de la monarchie. Aucun document n'a été signé, aucun serment n'a été prononcé à voix haute. Pourtant, dans cette maison voilée de brouillard, une seule et inébranlable mission est ici née, démanteler l'influence de Camilla avant qu'elle ne puisse s'imposer. En partant, ses pas étaient délibérés, chacun portant le poids de sa résolution. Sur le seuil, il se retourna brièvement, croisant le regard d'Anne avec un signe de tête silencieux, un vœu non exprimé mais compris. Anne resta près de la fenêtre, le regard fixé sur les pins enveloppés de brume à l'extérieur. Une lueur de satisfaction toucha ses traits, l'air d'une stratège observant son allié embrasser le combat à venir. La bataille avait commencé et la princesse Anne, la sentinelle inflexible de la monarchie, savait qu'il ne pouvait y avoir aucun faux pas. Dans la lueur feutrée du palais de Kensington, le prince William est assis derrière un ancien bureau en chêne, ses yeux perçants scrutant des piles ordonnées de documents. La galerie de portraits ancestraux le long des murs semble presque vivante, leur présence vigilante pesant sur ses décisions. Après le conseil de Sandringham, William ne perd pas de temps. En tant que prince de Galles, son influence s'étend bien au-delà d'un titre honorifique. Par le biais du duché de Cornouailles, il contrôle le flux de richesses et les nominations qui façonnent la monarchie. Avec le soutien discret de la princesse Anne, il avance rapidement, chaque pas mesuré comme celui d'un commandant menant une guerre sans sang, où la précision remplace les armes. Tard dans la nuit, William réunit son cercle le plus proche dans une petite salle de conférence drapée de velours. Dehors, Londres est silencieuse sous les étoiles. Autour de la table sont assis des avocats, des comptables et des administrateurs principaux, chacun soigneusement sélectionné pour sa loyauté envers la couronne uniquement. Se levant de sa chaise, vêtu d'un simple costume noir qui ne peut cacher son aura imposante, William parle d'une voix basse mais tranchante. La monarchie est en train d'être restructurée. Toute personne liée à Camilla ou à Tom Parker BS sera écartée. Sans exception, son ton ne laisse aucune place au débat. Au cours des semaines suivantes, une purge silencieuse se répand dans les couloirs du palais, aussi furtive qu'un prédateur se rapprochant de sa proie. Les conseillers autrefois loyaux envers Camilla, ceux qui dînaient lors des rassemblements secrets de Tom ou qui se penchaient trop près du camp de la reine, sont éliminés du centre du pouvoir. Aucun n'est renvoyé avec un spectacle public qui provoquerait un scandale.
Au lieu de cela, ils sont réaffectés à des postes éloignés, se voient offrir une retraite anticipée ou reçoivent des primes de départ trop généreuses pour être refusées. Extérieurement, aucune voix ne proteste, mais au sein de l'establishment royal, le message résonne. Le prince William démantèle le réseau de Camilla pièce par pièce, comme un maître d'échecs acculant son adversaire. Au même moment, William lance un audit interne des domaines royaux, présenté publiquement comme une poussée pour la responsabilité financière. Sous les mots secs, cependant, se cache sa véritable intention, une attaque contre l'influence de Camilla. Une équipe triée sur le volet d'avocats et d'auditeurs, choisis précisément parce qu'ils n'ont aucun lien avec la reine, commence à éplucher les contrats, les budgets et des décennies de comptes de domaine. Ils se penchent sur les registres comme des archéologues dépoussiérant des ruines enfouies, exhumant des secrets longtemps cachés. Lorsque le rapport final atterrit sur le bureau de William, même les vétérans chevronnés de la monarchie sont stupéfaits par ses conclusions. Au centre du scandale se trouve Annabel Elliot, la sœur de Camilla. L'audit révèle que depuis plus d'une décennie, elle vit gratuitement dans une somptueuse propriété du Gloucestershire appartenant au roi Charles, une résidence destinée à générer des revenus substantiels pour le duché. Plus accablant encore, Annabel a perçu un salaire pendant près de 2 décennies en tant que chef de la décoration intérieure, un titre de grandeur masquant, un travail qui, dans la pratique, était minime ou externalisé. Les projets portant son nom ne sont guère plus que des façades. Les sommes versées entre ses mains atteignent des millions, un montant qui pousse la patience de William à bout. Dans son bureau de Kensington, alors que la lumière de la lampe vacille sur le rapport, les mains de William serrent le papier si fort que ses jointures pâlissent, son calme cède la place à une froide fureur. « Ça suffit », murmure-t-il, la voix ferme de résolution. Cette nuit-là même, il ordonne à ses avocats de préparer un décret définitif et final. Le contrat d'Annabel Elliot est résilié sans appel et elle doit quitter le domaine immédiatement. Pas de négociation, pas de clémence, le coup frappe rapidement. Annabel, assise dans le somptueux salon de son domaine, entourée de tapis persans et de tableaux de famille, reçoit l'avis. Sa voix tremble de rage et de peur lorsqu'elle téléphone à sa sœur. « Ils me mettent à la porte, Camilla !» pleure-t-elle. « William ne m'a même pas donné la chance de me défendre. » Mais Camilla, bien qu'affligée par la chute de sa sœur, ne peut rien offrir. Le coup de William est trop précis, trop définitif. L'influence discrète d'Anne a assuré le silence parmi les anciens alliés de la reine. Personne n'osera intervenir. Cette purge n'est pas seulement une punition, c'est une déclaration. En dépouillant le cercle de Camilla de son pouvoir et en exposant les agissements occultes d'Annabel, William envoie le message que les manœuvres secrètes ne seront plus tolérées. Chaque mouvement est exécuté avec la cruauté et l'exactitude d'un héritier déterminé à sauvegarder son trône. Pourtant, dans l'ombre du palais, Camilla, inflexible et éprouvée au combat, ne cédera pas facilement. William, avec Anne à ses côtés, a tiré le premier coup de feu, mais tous deux savent que la guerre est loin d'être terminée et que la lutte à venir promet d'être bien plus brutale. Dans les chambres privées de Clarence House, la lueur d'un vieux lustre projette des ombres fracturées sur le visage de Camilla, sa lumière exposant des lignes de tension et de fureur. La nouvelle de la chute d'Annabel Elliot, expulsée de sa résidence royale et renvoyée en 2 jours, la frappe comme une blessure physique. Pour une femme autrefois si confiante dans sa capacité à plier les événements à sa volonté, le sol sous ses pieds semble instable. Pourtant, l'abandon n'a jamais été dans sa nature. Bien que la colère bouillonne à l'intérieur, Camilla sait qu'une confrontation ouverte avec William et Anne briserait l'image soigneusement polie qu'elle a cultivée pendant des décennies. Au lieu de cela, elle choisit la subtilité. Par une matinée sombre, elle entre dans le bureau du roi Charles II. Le roi, usé par des traitements incessants, est affalé à son bureau, une coquille de force. Le lent rythme de l'horloge à pendule, le seul son dans la pièce. Camilla, d'un ton doux mais délibérément lourd, fait appel à son cœur. « Charles, je ne comprends pas pourquoi William se comporte ainsi, murmure-t-elle, les yeux brillants d'une tristesse étudiée. Annabel voulait seulement servir la monarchie. C'est injuste, s'il te plaît, peux-tu lui parler ?» Charles expire, son expression nuageuse, sa voix affaiblie par l'épuisement. « Laisse William s'en occuper, Camilla. Je ne veux pas plus de conflit.
Son refus tombe lourdement, mais Camilla ne recule pas. S'appuyant sur son instinct de survie affûté au fil des ans au milieu des scandales, elle se tourne vers une autre voie, le conseil privé. Elle contacte discrètement des membres de confiance, les exhortant à agir, à retenir William ou à annuler ses décisions. Ces lettres soigneusement rédigées, voilées d'urgence, avertissent que les choix imprudents du prince de Galles mettent en péril la stabilité de la monarchie. Mais Camilla se trompe. La princesse Anne, toujours tacticienne, avait déjà anticipé son mouvement. Bien avant les pétitions de Camilla, Anne avait rencontré des membres influents du conseil lors de séances discrètes à Westminster. Avec une précision mesurée, elle leur a présenté des preuves d'une faute financière liée à Annabelle et à Tom, entrelacé les faits avec un rappel solennel du devoir de l'institution. Si nous permettons à ceux qui ne sont pas de notre sang d'exploiter les biens royaux et l'autorité, a-t-elle averti, sa voix ferme mais persuasive, nous trahissons tout. La reine Élisabeth II s'est battue pour préserver. Le poids de ces mots a fait taire le débat. Le conseil, lié non pas par l'hésitation mais par le raisonnement inattaquable d'Anne, a serré les rangs. Sans s'en rendre compte, Camilla avait perdu le seul bloc de pouvoir qui, elle l'espérait, pourrait la défendre. Au-delà des murs du palais, Tom Parker BS se retrouve englouti par une tempête de scandales. Son attaque publique contre William lors du lancement de son livre rebondit avec une force impitoyable. Les tabloïds saisissent l'occasion, déterrant des entreprises monnaie commerciales douteuses et des liens avec des investisseurs opportunistes. Les accords liés aux domaines royaux, autrefois son entrée vers l'influence, s'effondrent à mesure que les partenaires se retirent. Terrifié de se retrouver mêlé à un scandale royal. Autrefois salué dans le monde culinaire britannique, la réputation de Tom s'estompe rapidement, ses opportunités s'évaporant jusqu'à ce qu'il soit laissé isolé, dérivant dans le déshonneur. Camilla, voyant son réseau autrefois serré se défaire, se retire de 3 apparitions programmées, invoquant officiellement une voix forcée. Pourtant, l'excuse ne convainc personne. Les gros titres spéculent sur une crise au palais, tandis que les médias sociaux bourdonnent de théories. Pour le public, l'image de Camilla en tant que survivante indestructible de la monarchie vacille désormais incertaine, diminuée. Autrefois maître des projecteurs, elle en devient le fantôme. Pourtant, sous sa retraite silencieuse, l'ambition couve. Elle sait que la lutte pour la survie exige un dernier geste désespéré, mais le temps presse et tant la monarchie que le destin semble être contre elle. Au château de Windsor, un gala étincelant se déroule. Pourtant, sous sa splendeur se cache un champ de bataille d'une guerre non déclarée. Un orchestre de chambre joue doucement, d'élégantes valses tourbillonnant dans l'air, tandis que l'élite britannique et les dignitaires étrangers sirotent dans du champagne, échangeant des mots polis. Mais derrière les lustres scintillants et l'argenterie polie, une tempête se prépare, silencieuse mais inévitable. Le prince William, l'hôte de la soirée, commande la pièce avec une grâce mesurée. Son costume noir, taillé avec précision, accentue sa présence imposante. Souriant chaleureusement, il passe de groupe en groupe, serrant des mains, offrant des banalités. Pourtant, ses yeux, aiguisés comme des lames, scrutent la salle comme un général étudiant le terrain avant la bataille. Camilla est également présente, contrainte par les circonstances. Refuser l'invitation du prince de Galles ne ferait que confirmer les soupçons de discorde. Drapée dans une robe émeraude rayonnante, elle arbore un sourire parfait. Mais ses mains tremblent autour de sa coupe de champagne, trahissant l'agitation intérieure. La ruine d'Annabelle et l'effondrement de ses alliances soigneusement tissées pèsent lourdement sur elle. Et chaque regard accidentel à William pique comme un rappel de son assise fragile. Au milieu du tourbillon de musique et de danseurs, la princesse Anne se retire de son cercle de conversation. Ses cheveux argentés relevés en un nœud royal couronnent sa robe noire élégante. Elle se déplace avec une détermination tranquille, traversant la foule jusqu'à ce qu'elle se tienne devant Camilla dans un coin isolé où la musique ne peut pas adoucir la tension. Ces mots frappent d'autres comme une lame. Croyez-vous vraiment pouvoir tordre la monarchie pour servir vos propres fins, Siatia Camilla Yala? Le sourire de Camilla vacille raide sur les bords. Sa réponse tremble en quittant ses lèvres. « Je ne comprends pas, Anne. Tout ce que j'ai fait n'était que pour le bien de cette famille.
Anne incline légèrement la tête, son regard froid, fixé et impitoyable. « Famille, répond-elle, la voix d'acier. Vous et votre fils n'êtes pas de ce sang. Ne confondez pas ambition et honneur, la marée a tourné et elle emportera tout ce que vous avez construit. » Camilla se raidit, son verre tremblant jusqu'à ce que des gouttelettes se répandent sur le sol poli. Elle a envie de riposter, de protéger ce qui reste de sa fierté, mais les mots d'Anne perçant trop profondément. Ses yeux brûlent, non pas de larmes, mais de la piqûre d'une défaite indéniable. 2 décennies de manœuvres, d'alliances carotissées, de complots ourdis gisent brisés à ses pieds. William ne pardonnera pas. Anne continue, son ton ferme, inflexible. « Et moi non plus. Vous avez franchi la ligne, Camilla, arrêtez ça maintenant, sinon vous serez celle qui sera détruite. » Camilla ouvre la bouche, mais rien ne sort. Son silence est plus fort qu'une protestation, un aveu d'échec. Anne ne s'attarde pas à savourer le moment. Elle retourne dans la foule du gala, sa présence s'évanouissant dans les rires et la musique, comme si la confrontation n'avait jamais eu lieu. Laissée pour compte, Camilla se tient figée, sa coupe de champagne lourde dans sa main, son sourire autrefois parfait brisé. Autour d'elle, les invités continuent de danser et de rire, inconscients de l'avertissement poignardé qui vient d'être donné. Pour la première fois, elle se sent diminuée, dépouillée du trône invisible qu'elle pensait autrefois avoir revendiqué. Ce qui reste dans ses yeux rougis n'est pas le triomphe, mais la clarté amère d'une femme qui sait enfin que la partie esquine est terminée et qu'elle a perdu. Dans les semaines qui suivent l'avertissement glacial d'Anne à Windsor, une nouvelle atmosphère s'installe à Londres. Les vents d'hiver continuent de traverser les rues anciennes de la ville. Pourtant, un calme inhabituel règne sur la monarchie, un silence qui signale un changement d'ordre. Les cercles de la presse rôdent avec avidité, publiant des gros titres audacieux. Annabel Elliot quitte le domaine royal en silence. Le remaniement du personnel de William envoie des ondes de choc à travers le palais. Aucun détail n'est donné, mais l'intuition du public chuchote la vérité. Un coup d'État silencieux a ébranlé la maison royale, personne ne connaît toute l'histoire, mais tout le monde la sent. La monarchie a changé sous un tremblement invisible. Du Sun au Daily Mirror, les tabloïds se disputent les fragments de l'histoire. Les photographies d'Annabel Elliot quittant sa maison de Gloucestershire. Ses bagages empilés dans une camionnette modeste se sont rapidement répandus, alimentant les spéculations en ligne. Les médias sociaux explosent de théories. Certains rejettent cela comme une querelle familiale, d'autres font allusion à la corruption ou à des jeux de pouvoir secrets. Mais à travers toutes les versions court le même fil conducteur. Le prince William et la princesse Anne sont à l'origine du bouleversement et leur campagne est délibérée, pas accidentelle. Camilla, autrefois éblouissante au centre des réceptions d'État et des œuvres caritatives, commence à disparaître de la vie publique. Les explications officielles font état d'une mauvaise santé, mais peu sont convaincus. Les projecteurs se braquent désormais sur d'autres membres de la famille royale, tandis que les murmures au sein de l'élite se font de plus en plus forts. La reine a été dépouillée de sa réelle influence, non pas par un scandale ou une abdication, mais par un démantèlement silencieux et calculé. Aux rares occasions où elle apparaît, les photographies ne capturent pas la résilience, mais l'épuisement. Ses yeux sont ternes, sa présence autrefois imposante remplacée par la résignation. Tom Parker BS, dont le coup de gueule public à William a allumé la mèche, voit sa propre étoile s'éteindre. Autrefois chéri des magazines sur papier tianté glacé et des émissions de télévision, sa réputation s'effondre sous l'examen minutieux. Les partenaires commerciaux abandonnent les projets liés aux domaines royaux, craignant un scandale. Ces dîners d'élite disparaissent des calendriers et les invitations se tarissent. Réduit à son ancien rôle de critique gastronomique, Tom fait face à un scepticisme public implacable. Autrefois présenté comme une figure montante ayant des liens royaux, il sombre désormais dans l'insignifiance. Un pion écarté dans un jeu qu'il n'était pas destiné à gagner. À travers tout cela, Anne et William restent extérieurement inchangés. Ils n'accordent aucune interview, refusent d'alimenter les médias et maintiennent un vernis de calme. Pourtant, leur silence résonne plus puissamment que des mots dans les murs du palais. Anne, fidèle à son devoir envers ses ancêtres, participe à des fonctions publiques avec l'autorité calme de la victoire.
William, en tant que prince de Galles, consolide son pouvoir, rationalisant le personnel, renforçant les liens caritatifs et faisant preuve d'un leadership mesuré. Ensemble, ils projettent une vérité non dite. La monarchie ne peut pas servir l'ambition personnelle, elle appartient uniquement au sang et à l'honneur. Un soir, alors que le soleil se couche derrière le palais de Buckingham, les jardins brillent d'une lumière dorée. Sur un balcon élevé, Anne et William se tiennent ensemble, tante et neveu liés par un but plus profond. L'air hivernal mord leur peau, mais leur détermination est inébranlable. Aucun ne parle. Pourtant, le silence entre eux affirme leur triomphe partagé. Ils ont défendu l'héritage de la monarchie non pas par la force des armes, mais par la discipline, la stratégie et la loyauté envers la lignée de la couronne. Enfin, Anne brise le silence. Sa voix est douce mais résolue, portant le poids d'un décret. Seul le sang appartient à la monarchie. L'ambition sans honneur n'a pas sa place ici. William acquiesce. Un léger sourire ferme se forme. Ses yeux se dirigent vers l'horizon obscurci par la couronne qu'il héritera un jour. La monarchie perdure, marquée, mais debout, ses challengers maîtrisés. Camilla, Tom et leur réseau de complot ont été défaits, non pas par un spectacle ou un scandale, mais par un effondrement silencieux et implacable. C'est une défaite qui s'attarde, un exil tacite marqué par le silence. Alors que les ténèbres envahissent les derniers rayons du crépuscule, Anne et William se retirent dans le palais, laissant les jardins baignés dans la nuit. Pourtant, dans le calme, un message résonne, intemporel et inébranlable. La monarchie survit et ses gardiens ne céderont jamais. Êtes-vous stupéfait par l'alliance féroce mais subtile d'Anne et de William dans leur guerre silencieuse contre les ambitions de Camilla? Que pensez-vous de leur défense de la monarchie et quels autres secrets pourraient se cacher derrière le rideau royal? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous apprécierez.